Bien le bonjour, madame, messieurs, merci d'être des nôtres encore ce matin. C'est jeudi et c'est la 4e édition de la revue des grandes unes de la semaine avec vous également dans les kiosques ce matin, la presse, la nouvelle expression précisément qui parle de la présidentielle 2018. Je suis aussi tend la main à ses concurrents de l'opposition, c'est le grand titre du journal. Tout le texte est à lire en page 2, parlant notamment de ce candidat du Social Democratic Front qui est donc à la présidentielle, qui a reçu la presse à son quartier général, ici même à Douala, pour la première fois depuis son investiture par son parti. Il a profité également de l'occasion pour aborder avec les hommes des médias toutes les questions liées à sa candidature et même à l'actualité nationale. Mais surtout, il a clairement précisé aux journalistes qu'il est ouvert à la coalition, surtout programmatique, avec notamment les autres formations politiques de l'opposition. C'est à lire en page 2 du journal. Le journal parle également du Nord-Ouest avec le cortège du gouverneur attaqué. La riposte des forces de défense a été musclée. 8 séparatistes tués lors d'une attaque contre le convoi du gouverneur de la région à l'aller et même au retour d'un voyage à Kumbo. C'est en page 3 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le journal s'intéresse également à la CAN 2019, le Cameroun, sur la bonne voie. La déclaration a été faite par les émissaires de la CAF après la 3e visite d'inspection des infrastructures devant servir à l'organisation même de ce grand rendez-vous africain en juin et en juillet 2019. C'est à lire dans le journal disponible ce matin qui s'intéresse aussi aux bavures de l'armée et les dépouilles des victimes exigées par des ONG. C'est dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin. Un autre journal dans les kiosques, c'est le quotidien de l'économie qui parle notamment de la présidentielle 2018 avec l'imprimerie nationale doublée sur le marché des bulletins de vote. C'est à lire dans le journal. Le même journal parle également du Fonds monétaire international qui bloque le décaissement des fonds sur ressources extérieures. C'est dans le numéro disponible ce matin. Cameroun Tribune parle de contentieux préélectoral. Place à l'examen des recours. On apprend tout cela. En tout cas, le Conseil constitutionnel va donc statuer demain sur les 12 recours déposés à la suite donc notamment de la publication par l'ECAM de la liste des candidats à la présidentielle à venir. C'est dans le journal, dans le dossier de la page 6 à la page 8. D'autres informations sont également contenues dans le numéro de ce matin. Le journal Le Quotidien Le Jour qui est dans les kiosques s'intéresse donc à la nouvelle affaire Bamboutos de Bouddha. C'est dans le numéro la décision de la commission d'homologation et des disciplines de la Ligue de football professionnelle donc du Cameroun au contre a donc décidé ainsi, c'est à lire dans le journal. Et on parle également de l'ambiance qui se déroule donc à Bamboutos. Comment est-ce que ces derniers ont accueilli la nouvelle? L'ambiance est contenue dans le journal ce matin, le quotidien Le Jour, qui allait en tout cas rencontrer ces populations qui s'expriment. Le journal parle également de la conférence générale anglophone. Simon Munzu, qui est donc le président, il fait savoir que le président n'a imposé aucune date pour ce qui est donc de leurs travaux qui se déroulent depuis quelques jours dans la recherche donc de l'emploi tout au moins de la paix au Cameroun, notamment dans les régions anglophones. C'est également l'autre article que l'on découvre dans le journal, le quotidien Le Jour de ce matin. Le Messager qui est dans les kiosques parle de coalition de l'opposition, les confidences de Joshua aussi, le candidat du Social Democratic Front à la présidentielle, s'est donc exprimé sur la question hier à Douala, et c'est à lire en page 3 du journal, qui s'intéresse aussi à autre chose, avec notamment la nécrologie. Le professeur Omar Bouba n'est plus. L'ancien recteur des universités est décédé, selon notamment le journal qui revient également sur ces décès. Le même journal parle également de route sur la Dibamba, stade de Japoma, à Bassadou, défi Nganou Messi et Ferdinand Ngongo. C'est à lire dans le journal Le Messager en page 4. Mutation parle donc d'endettement du Cameroun pour l'année 2018, et avec tout cela, le Cameroun atteint donc le point d'étranglement. Selon le numéro de ce matin, le ministre des Finances décide donc de voir plus clair sur la situation avec notamment la rencontre qui regroupe bien entendu plusieurs membres de plusieurs ministères à Yaoundé sur la question des finances et comment gérer le budget de l'année à venir.
déjà trouvé des points d'ombre donc, qui ont empêché la réalisation de plusieurs grands projets. Donc tout cela continue dans le dossier en page 11 du journal Mutation de ce matin. Le journal Diapason parle du football camerounais avec dans la mafia, du salaire des entraîneurs locaux. Qu'est-ce qui est fait concrètement et quelle est donc la stratégie utilisée par les autorités camerounaises sur cette question? C'est à découvrir dans le dossier proposé par Diapason qui parle également d'autres faits que je vous invite à lire ce matin. Le quotidien, le journal Essentiel parle donc de Camerounais de l'étranger. Qui gagnera les votes de la diaspora? C'est une grosse question à lire dans le dossier proposé par le journal, disponible dans les kiosques ce matin, qui s'intéresse aussi à l'agriculture, de nouvelles variétés de maïs à lire également dans le journal ce matin. Et puis le journal Le Financier d'Afrique s'intéresse donc à la contrebande, la douane face donc au trafic des faux médicaments. C'est dans l'autre article que l'on propose dans le journal, disponible dans les kiosques ce matin, qui s'intéresse également à cette élection présidentielle à venir. Et on va terminer avec le journal Sa Presse qui parle donc de la crise sociopolitique multiforme avec Joseph Betty Assomon en victime expiatoire. C'est dans le numéro. Et d'autres informations à Wafonka Augustine au Fourion Moulin, parlant notamment du retour à la paix dans les régions anglophones et ainsi que l'amélioration des infrastructures sportives devant accueillir la CAN 2019 au Cameroun. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction ce matin. Camille Nelly, bonjour et bienvenue. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Avec vous, nous allons parcourir quelques sujets, notamment la politique, le sport et même la santé. Des sujets évoqués dans la plupart des tabloïds. Alors, la présidentielle 2018, Joshua aussi tend la main à ses concurrents de l'opposition. C'est ce que dit la nouvelle expression. Et l'information fait le tour de quelques tabloïds également ce matin. Ben oui, c'était la grande information hier. C'est le grand événement qui s'est passé au niveau du Carrefour Idéal à Bonadibon, où le SDF avait convié la presse et bien évidemment le grand public pour montrer son état-major de campagne et surtout son quartier général. Bon, l'occasion a été donnée au candidat à l'élection présidentielle du SDF de donner un certain nombre d'éclairages, non seulement sur sa vision de cette élection, mais surtout sur les mesures que le SDF est en train de prendre pour sécuriser les votes, pour avoir la possibilité pour mettre des scrutateurs, des observateurs, et il a même appelé ça des milices, des milices de campagne. Oui, le recrutement des volontaires qui se déroule dans plusieurs localités du pays. Plusieurs localités, et il a donné un chiffre assez saisissant. Il a déjà, le SDF a déjà engagé plus de 3000 volontaires qui sont prêts à faire le tour des bureaux de vote le jour du vote. Ça veut dire que le SDF démontre sa détermination, non seulement à surveiller, avoir l'œil, mais alors à ouvrir l'œil et le bon sur cette élection, mais surtout à donner les grandes lignes de sa campagne. Voilà, donc c'est un travail de titan qui est fait par le parti politique de l'opposition, en tout cas la première formation politique de l'opposition au Cameroun. Et là, en parcourant notamment tout cela, il est revenu sur la brouille qu'il y a eu entre Maurice Kamto et lui. Il dit qu'il s'est exprimé ainsi dans un contexte précis. Bien sûr, les journalistes et même le grand public ont souvent tendance à prendre des morceaux de phrases exprimés dans un contexte bien précis pour les placarder et par la suite et les exploiter comme ils veulent et comme ils le souhaitent. Bon, je sois aussi à donner des précisions sur cette appréciation qu'il avait eue du candidat Kamto à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'il a toujours la même appréciation. Il a été clair là-dessus. Voilà, il le connaît de toute façon. Alors, donc c'est dans le journal, la Nouvelle Expression de ce matin, qui propose également tout un article pour expliquer que les motivations de la rencontre d'hier face à la presse. Il s'est exprimé sur plusieurs plans et sur l'actualité même, l'actualité nationale. Alors, autre chose à découvrir dans la presse ce matin, puisque le messager parle également des confidences de Joshua aussi. Donc, on peut retrouver tout cela dans la plupart des tabloïds. Autre sujet, on parle du Nord-Ouest avec le cortège du gouverneur qui a été attaqué. La réponse des forces de défense a été donc musclée selon le journal. Ah oui, ces sécessionnistes ont fait un grand coup hier. Ils ont attaqué tout simplement le convoi du gouverneur du Nord-Ouest, du côté de Kumbo, à l'aller comme au retour. C'est-à-dire qu'ils ont réédité tout simplement ce qu'ils avaient fait contre le ministre de la Défense quand il avait fait sa tournée au sud-ouest. À l'aller, le convoi du gouverneur a essuyé des coups de feu, mais rapidement, les assaillants ont été mis en déroute. Ils sont arrivés jusqu'à Kumbo, ils ont
tenu leur séance de travail. À leur retour, à un autre point, cette fois-ci, ils ont reçu alors des coups beaucoup plus violents. Alors, le mode opératoire reste pratiquement le même, que ce soit pour le gouverneur du Sud-Ouest, que ce soit pour le ministre de la Défense, et même actuellement le gouverneur du Nord-Ouest. C'est d'ailleurs la première fois que le convoi de ce dernier est attaqué, puisqu'il réside là-bas et il fait des tours très souvent dans des localités. Mais il n'avait pas encore fait un tour aussi loin, parce que Koumou, entre Babin et Koumou, il y a quand même un sacré bout de chemin. Et on voit que non seulement ces sécessionnistes sont informés, sont bien informés, sont informés sur les déplacements des personnalités, ils ont attendu le ministre. Et bon, moi je pense que le gouverneur du Nord-Ouest, lui, instruit par ce qui s'est passé contre le ministre de la Défense, a pris des précautions un peu plus consistante, c'est ce qui fait qu'il n'a pas été surpris et même il a fait un bilan assez lourd parce que vous vous souvenez que contre le ministre de la Défense, il n'y a pas eu un seul blessé et les gars ont tiré à l'aller comme au retour et ils se sont éparpillés comme des oiseaux, mais cette fois-ci, les forces de sécurité ont fait un bilan de 8 morts. Donc ça veut dire qu'il avait pris des dispositions, il avait certainement pris des dispositions supplémentaires qui ont permis de neutraliser ces sécessionnistes-là. Très bien. C'est un article à lire dans le journal La Nouvelle Expression en page 3. Et également, on parlait aussi d'autres choses avec l'endettement du Cameroun en 2018. Le Cameroun atteint le point d'étranglement carrément. Ah oui. Les mutations qu'il n'a pas. Mutation nous l'apprend et en fait Mutation nous fait part de cette injonction du FMI qui demande au Cameroun de lever un peu la pédale sur les dettes parce que le Cameroun est trop endetté. Parce que si l'on tient compte du volume des remboursements que doit faire le Cameroun chaque mois, et maintenant du degré d'endettement du Cameroun, le Cameroun est tout simplement en train de courir vers la banqueroute. Et moi je pense que quand les institutions de Bretton Woods commencent à montrer le doigt au Cameroun en lui disant de faire attention, ça veut dire qu'il y a une sorte de saturation. Ça veut dire que entre les prévisions, entre les dettes, entre les réalisations et entre même les engagements, le respect des engagements pris par le Cameroun vis-à-vis de ses débiteurs à l'extérieur, ça devient beaucoup plus compliqué. Et maintenant, quand vous regardez, par exemple, le niveau d'endettement du Cameroun vis-à-vis de la Chine, par exemple, vous vous rendez compte que le ministre des Finances lui-même sait que notre pays a le couteau à la gorge et malheureusement, nous avons des priorités. Et nous avons même des situations absolument imprévues à gérer, telles que, parce qu'on ne sait pas ce que la guerre contre les États-Unis va demander de façon imprévue, parce que plus le temps passe, plus nous avançons et plus cette guerre s'encroute et s'enfonce, elle s'enracine et bien évidemment, tout comme toutes les guerres, celle-là est extrêmement coûteuse, tant en hommes qu'en finance. Donc, quand le FMI montre le doigt au Cameroun en lui disant de faire très attention parce que vous avez déjà atteint un seuil qui fait que vous n'aurez plus bientôt la possibilité de... Le Cameroun est allé au-delà même de ce qui est prévu. Par exemple, on parle de 596 milliards de francs CFA prévus par le Fonds monétaire international. Oui. Il y a eu donc un dépassement de 102 milliards de francs CFA. Vous comprenez bien que les dépenses sont allées au-delà de ce qui était prévu. Et donc, aujourd'hui, le Cameroun doit se poser des questions et revoir un peu sa façon de gérer des affaires. Même si le ministre des Finances a demandé au ministre de l'économie de tout suspendre, parlant notamment des appels de fonds sur ressources extérieures, et hormis ceux liés à l'organisation de la CAN. Oui, mais l'organisation de la CAN elle-même va demander beaucoup d'argent. Vous savez, bien qu'on nous dise que le Cameroun est sur la bonne voie, pensez bien, et vous l'avez vu, les chantiers sont extrêmement en retard et il est certain qu'il faudra des moyens supplémentaires, des moyens beaucoup plus conséquents pour accélérer les choses, parce que nous n'avons que 10 mois. La Coupe de la CAN, c'est dans 10 mois. Et dans 10 mois, il y a plein de choses qui ne sont pas encore au point. Il y a les routes qui ne sont pas encore au point. Il y a les centres hospitaliers qui ne sont pas au point. Il y a même les structures annexes des stades, parce qu'au-delà des stades eux-mêmes, il y a les camps d'entraînement dans certaines villes qui ne sont pas tout de même pas au point. Alors, regardez par exemple à Bafoussam, il y a le problème des hôtels qui va être très très difficile à régler, parce que nous avons appris de sources sûres que lors de la visite des émissaires de la FIFA à Bafoussam, ceux-ci ont atterri à Bafoussam par avion, on les a amenés immédiatement visiter les hôtels sans passer par le stade d'abord. Mais le premier hôtel qu'ils sont allés visiter, c'est celui de Bana, situé à 80 km de la ville. Ensuite, le deuxième hôtel, c'est celui je crois, du côté de Tchang. Mais à l'intérieur de Bafoussam même, la ville, il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a aucun hôtel qui est prévu là-dedans.
C'est tout de même curieux, alors qu'il y avait un ou deux hôtels qui avaient été retenus justement pour un hôtel situé à 15 minutes des stades. Mais aucun hôtel n'a été retenu dans la ville de Bafoussam. L'hôtel le plus proche, c'est Bana, à 80 km. Vous imaginez, c'est autant de choses qui font que là maintenant, la Cocane va être obligée d'improviser et de trouver toujours des solutions pour essayer d'améliorer les choses. Regardez à Douala, l'avancement des hôtels. Regardez. Bref, les dépenses qui vont être liées aux nouvelles charges propices à une accélération des choses vont être de plus en plus impérieuses. Alors vous parlez justement de la région de l'Ouest et même de ces infrastructures, que ce soit des infrastructures hôtelières ou routières ou sportives. Il y a quand même qu'on a annoncé un moment dans la presse qu'il y a eu des opérateurs économiques qui avaient perçu pratiquement 1 milliard de francs CFA dans le cadre de la distribution des frais à relooker les différents hôtels. Mais les noms ont été donc rendus publics, mais sur le terrain, ces derniers n'ont pas perçu l'argent en question. Voilà donc les combines de la politique des solutions et des situations d'urgence. Vous savez, quand la situation devient une situation d'urgence, on sort de l'argent, on ne sait même pas où il va, on ne sait pas à quoi il sert tout de suite, mais on sort de l'argent. Et c'est ça le problème. Cette affaire a éclaté comme une bombe et elle est toujours latente parce qu'il y a toujours les gens qui attendent de voir. Mais c'est les réalités du Cameroun, c'est les réalités de l'organisation de nos dirigeants qui parfois ne prennent pas le temps de gérer les choses à temps. Depuis 4 ans qu'on nous a donné l'organisation de cette CAN, on n'a pas pris les mesures, on a eu le temps certains ont pris le temps de dormir et d'attendre la dernière minute pour que les solutions soient données en urgence. Et l'urgence, vous le savez très bien, c'est toujours plein d'argent qui sort. Alors, l'un des scandales parmi beaucoup d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui vont sortir. Très bien. Mutation qui parle donc du Cameroun qui a atteint le point d'étranglement, avec notamment des coûts qui sont évoqués, et des chiffres qui sont donc relevés par ce numéro, avec l'excédent même, le dépassement de ce qui est prévu par le Fonds monétaire international, donc également relevé par le journal Mutation. Et vous avez parlé des CAN, de la CAN 2019, et le Cameroun, la nouvelle expression qui fait savoir que le Cameroun est sur la bonne voie. Ça, ce sont les déclarations qui ont été faites par des émissaires de la CAF, qui, pour leur 3e mission au Cameroun, ont quand même visité des différentes infrastructures, que ce soit dans la plupart des villes qui vont accueillir cette compétition-là. Mais ils sont gentils, ils ne veulent pas nous faire paniquer tout de suite, ils sont gentils. Vous savez très bien que la presse a été tranquillement mise à l'écart de toutes ces visites-là, parce que on savait très bien beaucoup plus la presse privée. La presse privée, bien évidemment. Et d'ailleurs, la presse publique elle-même, elle a montré qu'elle n'a fait que quelques zooms sur certaines infrastructures. Mais vous savez très bien que c'est nous qui vivons avec notre pays, c'est nous qui sommes ici, c'est nous qui voyons les choses évoluer de plus ou moins près, et nous savons très bien que même si les gens de la FIFA nous disent que vous êtes sur la bonne voie, ça ne veut pas dire que c'est bon. Parce que quand vous dites que vous êtes sur la bonne voie, ça veut dire que vous êtes en train de vous acheminer vers quelque chose de bien. Mais ça veut dire, c'est une sorte d'euphémisme pour dire attention, vous n'êtes pas encore arrivé. Il faut travailler. Voilà. D'accord. Alors, donc, il y a également, puisqu'on parle du sport, la nouvelle expression qui revient parle des CAN avec notamment cette nouvelle, qu'on peut qualifier de bonne pour ceux qui aiment bien être caressés dans le sens du poil. Et il y a Diapason qui parle donc du football camerounais dans la mafia des salaires ou du salaire des entraîneurs. Qu'est-ce qui fait problème véritablement? Le journal a proposé tout un dossier. Quand il s'agit d'un entraîneur local ou camerounais, on parle d'arriérés des salaires, on parle de cet entraîneur qui n'a pas de mains libres pour gérer ou mener à bien ses missions. Mais on parle même des salaires des nationaux qui sont des salaires de catéchistes. Vous n'avez qu'à demander à Jean-Paul Akono ce qu'il a eu comme salaire pendant avec tout le travail qu'il a fait. Vous n'avez qu'à demander à comment s'appelle l'autre maintenant qui a amené les filles à la Coupe du Monde. Enon Gatchou. Ce sont des gens qui n'ont eu que les salaires de catéchistes. Mais regardez les salaires qu'on donne aux sorciers blancs. Regardez pour Kluivert et son acolyte, ils ont 32 millions de francs par mois. Ce qui n'a jamais été proposé à un coach camerounais. Même quand Song Bahanak a été pris comme entraîneur adjoint, demandé le salaire. Non, en fait, nos gouvernants ont l'habitude de dévaloriser complètement les locaux pour ne privilégier que les cadres venant de l'extérieur. Pour quelle raison?
On a souvent parlé de mafia. Il y a même des gens, il y a des langues qu'on ne pourrait pas forcément qualifier de mauvaises, qui disent que quand on propose ce salaire là, ces blancs là, ça veut dire qu'eux-mêmes ils ont coupé quelque chose à la source. Ils ont coupé leur commission. Mais les sources révèlent que ça n'a pas été facile pour l'équipe actuelle. Les négociations sont allées jusqu'à une certaine heure de la nuit. Jusqu'au milieu de la nuit, presque au petit matin. Parce que les habitudes voulaient revenir. Ils voulaient revenir, mais les gars étaient avertis. C'est-à-dire qu'il y a des Camerounais malins qui leur ont dit attention, faites attention. Les gars vont tenter de vous faire ceci, de vous faire tel entourloupe. Les gars se sont accrochés et ils ont failli partir. Et maintenant, ceux de la partie camerounaise chargés de signer ces contrats, se disant qu'on ne peut pas les faire venir et les faire entrer sans que cette affaire soit réglée. Il y a eu énormément de tractations pour que ces deux entraîneurs hollandais signent. Ils ont signé, mais je vous assure que ça a été dur. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de là en graissant dedans parce que leur petit plan qu'ils avaient fait avant n'a pas marché. Voilà, donc on va lire le dossier du journal Diapason qui nous propose donc la situation, la mafia du salaire des entraîneurs dans le numéro de ce matin. Tout un dossier donc à lire. Et aussi à lire, on parle donc de Cameroun Tribune qui parle aussi de des contentieux, en tout cas préélectoral, du contentieux préélectoral, avec également la place à l'examen des recours. Carrément demain, les partis politiques qui ont vu leur dossier être rejetés, en tout cas par Élections de Cameroun, au moment de la proclamation des listes, attendent également le travail fait par le Conseil constitutionnel. Ce qui est un peu frustrant, c'est que les Camerounais n'ont pas été informés de façon officielle des raisons pour lesquelles les candidats écartés l'ont été. Bon, plusieurs candidats n'ont pas assez communiqué là-dessus. Ils n'ont pas assez communiqué, mais ce sont les réseaux sociaux qui ont donné les raisons pour lesquelles les candidats écartés n'ont pas été admis à la compétition. Et on réalise qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas versé de l'argent, les 30 millions, il y en a beaucoup qui avaient même des problèmes de carte d'identité, il y en avait même qui n'avaient pas les 300 signatures, il y en avait, c'est-à-dire que c'est pour des raisons, et le gars savait très bien que son dossier était incomplet, mais il allait le déposer quand même parce qu'il voulait qu'un jour, sur sa carte de visite, on voit ancien candidat à l'élection présidentielle. Mais ceux qui ont déposé leur recours, on verra bien ce que ça va donner, mais seulement, il faut pas s'attendre à grand-chose, parce que les raisons pour lesquelles eux, ils ont fait leur recours, on voit bien, il y en a qui, au lieu de plaider pour leur dossier, demandent plutôt l'invalidation de la candidature de Paul Biya. Parce que c'est celle-là qui m'a fait rire. Le candidat a été recalé, son dossier a été recalé, mais lui, au moment où il fait recours à la Cour constitutionnelle, il demande l'annulation de la candidature de M. Paul Biya, parce qu'il ne s'appellerait pas Paul Biya, parce qu'on aurait oublié de mettre Barthélemy, parce que, non, vraiment, de toute façon, c'est à partir de demain que c'est le travail sûr. Ces recours vont commencer, et dans les 5 à 6 jours, nous allons bien voir ce que ça va donner. Mais vous imaginez très très bien que à l'examen des raisons pour lesquelles, des raisons invoquées dans leur recours, il n'y a pas beaucoup de chances que beaucoup sortent reviennent dans le match. Très bien. Alors, c'est Cameroun Tribune qui propose le sujet. Et là, on va peut-être sortir avec la nouvelle expression qui parle des bavures de l'armée, les dépouilles des victimes exigées par des ONG. Non, pas ONG, le REDAC. Le REDAC, bien entendu. Le REDAC qui a été très actif dans l'information, dans l'exploitation de cette situation assez douloureuse. Mais le REDAC, cette fois-ci, estime que non seulement le ministre de la Communication et le ministre de la Défense doivent, et même le chargé de communication des armées, doit demander des excuses écrites au REDAC, mais le REDAC maintenant, cerise sur le gâteau, demande que les corps de ces dames soient exhumés, remis à leurs familles, et même que ces familles soient dédommagées. Bon, c'est certainement une démarche généreuse, une démarche qui est de grand cœur. Mais seulement, vous savez très bien qu'on nous a dit, certains journaux ont donné le nom de ces dames. Bon, et où elles ont été ensevelies sommairement, et même le nom de leur village d'origine. Bon, moi je pense que le REDAC devrait d'abord commencer par faire une enquête de ce côté, et puis en plus n'oublie pas que sur cette vidéo, on a vu plein de gens qui avaient assisté à cette exécution. Il y a plus d'une quinzaine de personnes qui, au fond de la vidéo, avaient assisté. Ben, le REDAC n'a qu'à commencer par là. Il trouvera
facilement des dépouilles. Et on pourra les restaurer à leur famille. Mais moi, je dis que pour des faits supposés avoir été commis il y a 3 ans, avec des personnes, je le dis et je le maintiens, habitant dans une région où il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas beaucoup de cartes d'identité, identifier ces personnes, identifier leur famille, on verra bien ce que ça va donner. Je dis c'est une démarche généreuse, mais je continue à dire que on avance toujours dans le flou, tant du côté du gouvernement que du côté du rédac, parce qu'on a l'impression de surfer dans l'histoire de l'homme qui a vu la bête. Alors, donc, on va lire l'article en page 5 du journal La Nouvelle Expression de ce matin, parlant donc des bavures de l'armée, les dépouilles de ces cas qui ont été révélés par le numéro de ce matin. Donc, on va faire le tour et plusieurs sujets qui sont dans les tabloïds également vont permettre à ce que les téléspectateurs et lecteurs soient informés de la situation. On va parler également de ce que le journal propose, parlant des troubles de santé mentale, un problème tabou en tout cas dans les armées, mais il faut en principe remonter le moral de ces derniers en utilisant les psychologues, les psychiatres pour accompagner ces derniers. En fait, c'est un article très important qui paraît en page 11 de la Nouvelle Expression, qui sent expliquer ou excuser, ou plutôt chercher à absoudre des actes de déviance au niveau des militaires, fait comprendre aux gens que les militaires qui sont sur le front et qui assistent de façon quotidienne à une violence bestiale, qui eux-mêmes ont la hantise de mourir dans la seconde qui suit, se trouvent dans une situation de stress telle qu'ils peuvent commencer à agir comme des bêtes. On l'a vu dans les films américains, dans le style Rambo, Schwarzenegger et tout ça, où par exemple Rambo, où on voit que c'est un ancien marine qui revenait du Vietnam ou je ne sais pas de quel front, où il a côtoyé quotidiennement la mort, et rentré dans son pays, il se retrouve face à un policier zélé qui est en train de le poursuivre, il devient complètement fou, il pète les plombs, et il commence à utiliser les tactiques qu'il a utilisées, par lesquelles il survivait dans les champs de bataille. Et ce qui veut dire que, en fait, et ça c'est la vérité, le militaire qui voit tous les jours des horreurs, comme ceux dans le sud-ouest aujourd'hui, qui voient leurs collègues, la tête coupée, le sexe tranché, qui essuient des attaques par des gens cruels et tout cela, ce sont des gens qui ne réfléchissent plus comme vous, qui n'ont plus la même sensibilité que vous. Et à ce niveau-là, moi je pense que celui qui a écrit cet article donne des indications au ministère de la Défense en disant qu'il faut des opérations de soutien psychologique pour essayer non seulement de ne pas maintenir pendant trop longtemps les mêmes soldats sur les fronts d'opération, mais surtout veiller à leur santé mentale. Et ça c'est très très important. Dans les plus grandes armées du monde, il y a tout un programme pour cela, pour la santé mentale du militaire, pour la santé psychologique du militaire, parce que quand vous êtes sur le champ de guerre, quand des coups de feu crépitent tous les jours, quand vous voyez vos camarades qui sont morts, qui sont désintégrés par des bombes, qui sont égorgés, vous devenez un autre homme, vous ne réagissez plus comme tous les autres hommes, et ça c'est une vérité. D'accord. Alors, forces armées, comprendre les troubles psychologiques, en tout cas, c'est un expert qui explique un peu comment les dérapages des éléments de forces de défense peuvent donc être les conséquences des dépressions mentales et même des traumatismes psychiques et vécus donc au front. C'est ce qu'on dit également dans le journal ce matin, en page 11. Donc, d'autres informations sont aussi à lire. Si vous faites un tour dans les kiosques, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Camille, je vous invite à aller boire un verre d'eau parce que vous avez passé toute l'édition seule. Ah oui, malheureusement. Merci. Hervé Fongang a certainement été victime d'un inconvénient, mais de toute façon, nous savons que la circulation à Douala est parfois assez difficile à suivre. Merci à vous, chers téléspectateurs. Demain, nous serons encore là, juste après le journal de 9h sur Equinox. Bonne journée.